Je vais vous présenter Dr Joël Sebaoun, qui est dermatologue à Paris. Merci d'être là et de nous apporter votre éclairage de dermatologue. Et Karine Larcher. Karine est maquilleuse professionnelle, experte en maquillage correcteur, et elle va nous apporter aussi son éclairage sur tout ce qui concerne le maquillage correcteur et aussi le bien-être dû au maquillage correcteur. Voilà, donc démarrons tout de suite par une première question à vous, docteur Sebaoun. Je vais vous demander un exercice un peu difficile, c'est de dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que le vitiligo. Le vitiligo, c'est une dermatose dont les mélanocytes se sont endormis. Je ne sais pas toujours pourquoi, pas encore, mais les mélanocytes se sont endormis et on se retrouve en face de lésions blanches qui sont assez stupéfiantes pour les patients qui se retrouvent atteints. C'est une dermatose surprenante, mais qui peut aussi évoluer vers une repigmentation, et c'est pourquoi il faut savoir être optimiste. Ça peut apparaître chez l'enfant, ça apparaît le plus souvent chez l'adulte autour d'une trentaine d'années. Le soleil n'est pas une contre-indication vitiligo, au contraire, c'est un ami qu'il faut savoir dompter. Et je pense qu'il faut attendre avec beaucoup d'espoir toutes les recherches qui sont faites sur cette maladie, parce que je pense que nous avançons et nous avançons vite et bien pour aider nos patients. Merci docteur, merci pour ce message d'espoir effectivement important à signaler. Nous avons eu ce matin une première conférence où différents éminents professeurs nous ont expliqué toutes ces avancées et cette compréhension. Donc nous allons, nous aujourd'hui, là maintenant, plutôt nous intéresser aux soins de la peau. Et j'aurais une question pour vous tout de suite, c'est que faut-il savoir pour prendre soin de sa peau? Quelles sont les bases finalement pour avoir une peau saine et en bonne santé? Alors, la peau du vitiligo, c'est une peau comme une autre. Elle est blanche, mais elle a besoin d'être hydratée. Elle est souvent fine et sèche. Il faut savoir lui donner à boire et à manger. La peau, c'est le reflet de notre vie. Donc, en fait, il faut savoir bien manger, faire du sport, se mettre au soleil de façon raisonnable. La peau, d'abord, pour aussi bien un homme qu'une femme, il faut savoir la nettoyer le soir et l'hydrater, la rincer le matin, surtout quand c'est le visage, et l'hydrater à nouveau. C'est très important de donner tous ces éléments nutritifs, parce que notre peau, elle souffre de la pollution, de toutes ces agressions qui sont le vent, la pluie, le soleil aussi. Le soleil, quand il n'est pas bien pris, qu'il est pris de façon un petit peu trop abusive. Donc, hydrater la peau, et hydrater la peau avec des produits qui sont des produits les plus simples possibles. Il ne faut pas s'amuser à faire ces produits et faire ces petits mélanges à soi. Je crois qu'il y a assez de laboratoires en pharmacie qui peuvent nous aider à nous nettoyer et, de façon délicate, une peau sèche, ça ne s'agresse pas. Ça va se nettoyer avec, effectivement, une huile lavante, un lait démaquillant, une eau micellaire pour une peau un peu moins fragile. Très important tous les soirs, même si on se couche tard. Et puis, hydrater avec un baume, hydrater avec une crème, parfois associer un sérum et une crème quand on a 40 ans, parce que le sérum, c'est déjà la première chose qui va nous donner un bon confort, et puis la crème par-dessus. Et là, on peut avoir après à mettre
un maquillage. Et quand on a du vitiligo, il ne faut pas avoir peur des autobronzants et des maquillages, puisque le maquillage, on va le démaquiller, on va l'enlever le soir. Ce n'est pas gênant de se maquiller. Voilà, donc la base de tout, c'est hydrater. Quant au corps, ne pas prendre trop de bain, parce que le bain, ça dessèche la peau quand même, et quand la peau est sèche, il ne faut pas trop se dessécher. Et puis, hydrater avec un lait, si on n'aime pas que ça colle, ou un baume, ou voilà, des choses qui ne sont pas compliquées. Donc, pour vous, l'hydratation, c'est vraiment le fond. C'est la base de tout pour un bon confort au quotidien. Alors, souvent, dans le cadre de l'association, on nous pose la question, c'est comment choisir un produit, où l'acheter et comment le choisir. Alors, quelques conseils sur le choix d'un produit? Eh bien, quand on a une peau plutôt sèche, on va prendre plutôt une crème riche ou un baume, c'est sûr, même si ça brille un peu. Puis après, on mettra un maquillage et Karine va nous aider à trouver un maquillage qui va permettre de gommer un petit peu les différences de teinte, mais qui va être un petit peu matifiant sans dessécher notre peau. Ça, c'est important. Mais la base de tout, c'est hydrater avec une crème. Moi, je suis dermatologue, donc c'est vrai que j'aime bien les produits qui sentent bon, mais si on utilise un produit neutre, sans trop de parfum, sans trop de parabènes, il y a en pharmacie des produits qui ne coûtent pas très cher. On n'est pas obligé de dépenser 200 € pour s'acheter une crème. Il y a des crèmes qui coûtent 20 € et qui peuvent servir aussi bien au visage qu'au corps. Et ça peut être quelque chose de tout à fait confortable sans faire un trou dans son porte-monnaie. Bien, Karine, tu veux apporter un complément puisque là, le docteur t'associe à cette réflexion. Ah, Pas. donc, il faut remettre son micro. Ah, on n'entend pas Karine parce que le micro n'est pas remis. Voilà, Moi, je Karine. l'ai remis là, je l'ai réactivé. Voilà, merci. Du coup, oui, ce que je disais, le docteur Sebaoun a été vraiment déjà assez précise. Effectivement, un mot d'ordre qui est important, c'est la bienveillance. La bienveillance dans les actes, mais aussi dans les produits. Il faut savoir que les choses simples sont souvent les plus efficaces. Aujourd'hui, on a sur le marché beaucoup de propositions qui sont faites et j'avoue que ça crée souvent le trouble, surtout lorsqu'on a une peau que l'on pense être plus fragile que d'autres. Le docteur Sebaoun le disait très justement, le vitiligo est spécifique dans sa symptomatique, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, toutes les peaux devraient être vigilantes effectivement par rapport au choix des produits. Ce qui est important, ce sont des produits de confort. Quand on parle de produits de confort, c'est des produits qui doivent être confortables évidemment au niveau cutané, mais aussi psychologique. Et du coup, la première chose et la première indication, c'est d'aller vers des produits qui vous plaisent et qui vous conviennent. Alors, on parlait effectivement du côté olfactif et sensoriel qui est très important, surtout sur le bien-être et le confort, mais parfois, comme le disait le docteur Sebaoun, il faut jouer la vigilance et on peut très bien aller chercher des produits qui soient rassurants autant dans leur simplicité de formulation, qui évitent d'aggraver un état cutané, comme ça peut être des allergies aussi. Malheureusement, on est tous très différents. Et que finalement, le moyen le plus sûr de ne pas se tromper dans son achat et de ne pas dépenser de façon démesurée, c'est finalement d'aller vers donc, le disait, la pharmacie et la parapharmacie proposent aujourd'hui des produits d'extrême qualité avec une vigilance accrue sur la tolérance cutanée, mais aussi avec des formulations très simplifiées et surtout à moindre coût. Souvent, on pense qu'aller acheter des produits en pharmacie, c'est coûteux. En réalité, effectivement, tout le développement du produit est sur la recherche et l'innovation, et pas forcément sur le packaging et sur l'effet olfactif. Et du coup, ce sont des prix qui s'équilibrent et on peut très bien, comme disait le docteur, avoir une crème hydratante parce que c'est vraiment le mot d'ordre, de la délicatesse, de la douceur. L'hydratation, c'est primordial. On parlait aussi de protection solaire. Le soleil, on en a besoin, mais aussi, il faut savoir l'utiliser, comme elle le disait à juste titre, de façon efficace. Donc, l'hydratation, des maquillages doux, ça, c'est vraiment la chose primordiale, avec un démaquillant et aussi des gestes doux. C'est pas tout de s'occuper d'avoir des bons produits. Il faut évidemment avoir une technicité qui l'accompagne, la plus simple, la plus délicate,
pour se faire bien à la peau et se faire bien à la tête. Donc voilà, c'est le complément que je peux donner. Merci, merci Karine. On parle de douceur, alors j'ai envie de parler de la peau des enfants, moi. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la peau des enfants? Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme produit et comment aussi faire accepter à l'enfant de mettre une crème? Docteur, comment vous faites avec les enfants que vous recevez en consultation? Alors les enfants, c'est vrai qu'ils ont une peau fragile, ils ont une fonction barrière qui est effectivement limitée. C'est vrai qu'il ne faut pas les agresser. Il faut utiliser des huiles lavantes pour laver la peau des enfants. J'ai oublié une chose essentielle tout à l'heure, c'est qu'il faut éviter les frottements. Parce que le frottement dans le vitiligo peut déclencher le vitiligo. Donc c'est vrai que quand je parlais d'hydratation tout à l'heure, de démaquillage, Karine l'a bien signalé, il faut le faire avec délicatesse. Il faut passer une serviette en tamponnant ou un Kleenex en tamponnant. De la même façon, il ne faut pas passer le gant de crin, tous ces produits un peu agressifs pour avoir la peau douce. Non, je pense que le patient atteint de vitiligo doit être encore plus gentil avec sa peau que n'importe quel autre patient. C'est très important. Et pour les enfants, c'est pareil. Un enfant, le laisser dans l'eau pendant une demi-heure, c'est vrai qu'il s'amuse, mais ce n'est pas bien. Il faut utiliser des produits doux, le laisser un petit peu s'amuser pendant 5 minutes, mais utiliser une huile lavante, vite le rincer, pas trop chaud, pas trop chaude, pas trop froide l'eau, et bien le sécher sans frotter, toujours pareil pour ne pas déclencher des lésions. Voilà, je pense que quand on reste le plus simple possible, ça veut dire un savon, un Saint-Dette, ça veut dire un savon sans savon, une huile lavante pour nettoyer le siège d'un bébé, parce que c'est vrai que le vitiligo peut siéger aussi au niveau du siège. Il ne faut pas frotter, il faut prendre un dermo-nettoyant ou du liniment oléocalcaire pour passer sur le siège, sécher, rincer avec une eau, peut-être de l'eau thermale, être le plus doux possible et hydrater la peau d'un enfant. Je pense que même tout petit, un enfant doit être hydraté parce qu'on se lave quand même. Hein. Donc, comme on se lave, il faut s'hydrater. Il faut redonner ce petit film hydrolipidique qui disparaît quand on se lave matin et soir en été, un peu plus, dans certains pays très chauds, un peu moins quand il fait froid. Mais enfin, il faut hydrater la peau des enfants de la même façon avec des baumes, des laits, des choses pas compliquées en pharmacie pour moi, parce que je crois à la pharmacie, mais il existe aussi en grande surface des produits qui tiennent la route. Il suffit de regarder produits réservés à l'atopie, c'est génial. Merci. Alors, puisqu'on est dans les peaux, les caractéristiques des peaux, est-ce que la peau des hommes est différente de la peau des femmes? La peau des hommes est un peu plus épaisse. Elle est un petit peu plus grasse et c'est vrai que les hommes maintenant ont des lignes, il y a des vrais linéaires dans les pharmacies, dans les grandes surfaces et c'est vrai qu'on se dit, mon Dieu, comment vont-ils faire pour choisir, comme les femmes d'ailleurs? Eh bien, je pense que la peau des hommes, elle est comme la peau de tout être humain. Ils se rasent en plus, donc ils ont parfois une barbe dure, donc ils agressent leur peau. Il faut qu'ils ne se décapent pas la peau, même s'ils ont une peau plus épaisse et plus grasse. Et il faut qu'ils trouvent des produits adéquats. Donc, il y a des produits, je ne vais pas citer, mais il y a des petits sérums très fluides qu'on peut utiliser après rasage qui sont géniaux parce qu'ils n'aiment pas briller. Et puis, il y a des émulsions. Une émulsion, c'est plus riche en eau qu'en gras. Et ben, ils peuvent se mettre des choses comme ça. Chez les hommes, on trouve aussi des produits qui sont accompagnés d'un protecteur solaire qui soit 15-20 et ça peut suffire pour le quotidien en ville. Je pense que les hommes peuvent trouver en pharmacie comme dans des grandes surfaces des produits qui sont simples et ils ne sont pas obligés de s'asperger de parfum. Le parfum pour l'homme, il peut se mettre sur les cheveux et sur les vêtements et ça suffit amplement. Merci pour cette réponse. Alors, évidemment, on va aborder le problème, la question du soleil, hein, vous l'avez déjà évoqué. Alors,
ce qui nous revient, nous, comme question à l'association, c'est souvent, mais je ne sais pas choisir quelle texture, quelle forme de solaire je dois prendre. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous donner les grands conseils d'application d'un solaire, et puis également peut-être quelques clés pour lire les indices, ainsi que, eh bien, qu'est-ce qui correspond à qui comme type de solaire? Alors, le vitiligo pour le repigmenter, on l'a déjà entendu plusieurs fois ce matin. Pour le repigmenter, ce sont les UVB, c'est le soleil que l'on peut prendre dans la journée, plutôt entre avril et octobre, et plutôt pas à l'heure du déjeuner quand même, parce que ce soleil-là, il est quand même très agressif. Il faut savoir prendre le soleil pour arriver à une peau un petit peu rose, mais sûrement pas rouge. Et c'est vrai que quand on dit aux patients atteints de vitiligo, allez au soleil, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils se mettent une crème solaire. Ça, c'est sûr. Sinon, on ne va pas obtenir ce qu'on veut, ça veut dire la repigmentation. Mais au quotidien, on peut effectivement utiliser un produit de maquillage où il y a une petite protection solaire, une protection solaire qui va être 30. Si on est en train de prendre un thé à la terrasse d'un café en été, on a envie de se mettre au soleil, pourquoi pas utiliser pour le visage une protection solaire pour ne pas, entre guillemets, vieillir, parce que là aussi, il faut quand même penser au vieillissement cutané. Le vitiligo, ça atteint l'enfant, mais ça atteint aussi la femme qui n'a pas envie de vieillir. Donc, il faut savoir utiliser des produits qui nous protègent au quotidien. Alors, il y a des protections 20, 25, 30. On peut aller jusqu'à 30. Entre 30 et 50, ce n'est pas dramatique. Donc, si on doit se protéger, il faut utiliser une protection 30. Le 50, c'est parfait. Mais la protection 30, c'est vraiment le minimum qu'on doit utiliser et qu'on doit utiliser toutes les 2 heures avec une certaine quantité qu'il faut savoir mettre. Et c'est bien écrit sur tous les tubes à l'heure actuelle, aussi bien, j'allais encore dire un laboratoire, non, tous les laboratoires de pharmacie marquent bien qu'il faut utiliser le produit en le mettant une demi-heure avant de sortir de la maison et toutes les 2 heures quand on est dehors. Est-ce que j'ai bien répondu à ce que vous vouliez? Vous avez bien répondu. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des crèmes solaires, mais aussi des lingettes, mais aussi des brumes. On trouve vraiment toutes sortes de… Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est meilleur que d'autres ou Alors, c'est vrai qu'initialement, il faut savoir se mettre une crème. Parce que la crème, on sait qu'il faut en mettre une certaine quantité, une cuillère à café, pour un visage et bien la faire pénétrer. Mais si il s'est passé 1 heure ou 1 heure et demie et qu'on est encore dehors, eh bien on peut avoir dans son sac une brume. Et la brume, ça va permettre sur un bras, sur un visage, en fermant les yeux, de faire pshh, comme ça. Et on va avoir l'entretien de la crème. Et ça, c'est vraiment le minimum. Mais si on est maquillé, c'est sûr que la brume, c'est génial. Ouais, si on n'est pas maquillé, on peut réappliquer sa crème et puis voilà, sur un bras, sur une jambe, sur un décolleté pour pas mélanger le pigment, le fond de teint, le blush. Hein, Karine, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, c'est vrai que l'innovation, la cosmétique en matière de prévention solaire nous offre un panel de textures très, très différentes. Alors, c'est vrai que déjà, quand on a un problème avec l'estime de soi et qu'on est déjà en disharmonie, le fait de mettre un solaire, ce n'est pas toujours attractif parce qu'on a encore l'image du solaire un peu vieillotte, du solaire ultra blanc, qui, lorsque malheureusement tu as déjà un phototype foncé et qu'en plus déjà tu souffres de dépigmentation, c'est vrai qu'on avait tendance à se rendre compte que les solaires étaient très vite évincés du rituel de beauté. Mais aujourd'hui, on a une richesse incroyable au niveau des textures. Maintenant, on peut avoir des textures de solaire très efficaces, soit en 30, protection 30, UVA, UVB 50, avec un fini max.
pour les personnes qui ont du vitiligo, mais qui ont un fond de peau aussi qui peut être très gras. Aujourd'hui, on va trouver aussi des solaires water résistants qui vont permettre aussi la baignade sans avoir aussi un impact négatif sur les récifs coralliens. On peut être éthique. On peut avoir aussi des solaires beaucoup plus crémeux et onctueux pour les personnes qui souffrent de peau sèche. On peut avoir aussi des solaires teintés qui peuvent avoir aussi un intérêt pour les hommes parfois. Lorsqu'on n'utilise pas de maquillage, évidemment, le côté teinté peut aussi, même si ça n'a pas le rôle d'un autobronzant, ça peut quand même un peu apporter de bonnes mines. Donc, effectivement, le docteur Sebaoun a raison, les solaires peuvent faire partie d'un rituel de beauté qui peuvent s'adapter aux personnes qui se maquillent ou non. Il y a des textures pour ça qui sont très différentes et variées pour répondre aux besoins de chacun. Voilà. Merci. Alors, on va clore, entre guillemets, le chapitre du soleil qui est sans fin parce que c'est vrai que c'est un vrai souci pour les personnes atteintes de vitiligo. En plus, quelquefois, on entend des discours contraires. Donc là, au moins, votre discours à toutes les deux est très clair. Merci. Alors, il y a 2-3 petites questions qui sont toujours un peu pointues, qui nous sont posées. C'est la question du tatouage, la question de l'épilation et la question de la dépigmentation totale artificielle. Alors, ces trois questions-là, peut-être que je vais me tourner tout de suite vers nos écoutants animateurs pour savoir si je rejoins des questions qui sont déjà posées par vous qui nous écoutez. Alors, je n'ai pas d'interlocuteur directement. Bon, bah, tant pis, je les pose tout de suite. Alors, mes questions. Qu'est-ce que vous pensez du tatouage? Alors, j'aimerais bien avoir les deux avis, finalement, celui du médecin, du dermatologue, et puis du côté du maquillage. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez du tatouage, pour le vitiligo, bien entendu? Le tatouage ne doit pas se faire sur des plaques du corps. Il n'y a que 2 zones. Et Thierry Passeron l'a encore dit ce matin, le tatouage ne doit se faire que sur des lèvres et éventuellement sur les mamelons quand ils sont clairs chez des femmes de phototype très clair. Le tatouage d'une plaque sur un cou ou un décolleté ou même un visage, qu'est-ce que ça va donner? On va tatouer cette plaque et puis le vitiligo peut avancer à droite ou à gauche et on va avoir une zone tatouée. Le tatouage risque de virer et on va avoir différentes couleurs et ça sera une catastrophe. Moi, je considère que le tatouage sur des plaques de vitiligo ne doit pas être fait. Il ne faut pas envisager de tatouage en dehors de 2 zones du corps. Les lèvres, quand vraiment les lèvres sont blanches ou vraiment dépigmentées, là on peut harmoniser les choses, ou bien sur des mamelons, et ça c'est une zone qui se voit moins, mais pourquoi pas. Sinon, pas de tatouage sur des plaques de vitiligo. Là je suis... Oui. Vous parlez de tatouage, est-ce que c'est différent de la dermopigmentation, le tatouage? Parce que dans un cas, c'est le médecin qui le fait, dans l'autre, c'est un tatoueur. Pour moi, c'est la même chose en fin de compte. C'est mettre un pigment par le biais d'une petite aiguille. En plus, l'aiguille, ça va être... traumatique. Ça va être... Le tatouage, en général, c'est fait plus par le médecin. Bien sûr, mais effectivement, quand on a du vitiligo, on tente toutes ses chances et on va aller voir parfois un tatoueur, et parfois un tatoueur qui ne fait pas toujours très bien et pas toujours très propre. Donc le tatouage, s'il doit être fait sur les lèvres ou sur un mamelon, doit être fait par des médecins qui savent le faire, ça existe. Et c'est la dermopigmentation et le tatouage, c'est le dépôt d'un pigment au niveau d'une zone, mais pas au niveau d'une plaque. Qu'est-ce que vous voulez dire, Karine? Je vous sens... Ah oui, complètement. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui revient, mais sur plein d'autres pathologies aussi.
Alors, c'est vrai que sur le vitiligo, on a de plus en plus de demandes. Du coup, moi, je suis allée chercher les infos, évidemment, auprès de vous, docteur, de façon générale. Vous êtes quand même la bonne parole. Et je suis allée aussi me renseigner auprès de tatoueurs et de dermographistes, qui sont deux choses différentes. Et c'est vrai que la déontologie veut, et les tatoueurs le disent, ils ne pigmentent pas déjà une peau lésée. Et sur le vitiligo, d'autant plus, hein, l'indication est très mauvaise, vous l'avez très bien expliqué. Comme c'est une maladie qui peut être évolutive, le tatouage devient permanent et du coup, il ne va pas vieillir en même temps que l'évolution de la pathologie. Parfois même, il peut y avoir une repigmentation naturelle, comme vous le disiez, et du coup, on va se retrouver avec des salissures du tatouage qui va finalement stigmatiser quelque chose qui aurait pu disparaître de façon spontanée. Alors, c'est vrai que le tatouage, de façon générale, ne doit pas être fait par n'importe qui, n'importe comment. Il est impératif, même quand c'est la lèvre, de s'assurer de voir chez qui on le fait. Mais c'est vrai que c'est une contre-indication et ça, malheureusement, il faut vraiment le signifier parce que j'ai vu des choses vraiment pas jolies et ça rajoute au traumatisme. Hein, donc, on en a suffisamment, ça suffit. Merci, merci. Alors, autre question, hein, la question de l'épilation. Alors, Docteur, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous recommandez pour les personnes atteintes de vitiligo? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon? L'épilation, c'est un traumatisme, hein, quel qu'il soit. Ça veut dire qu'en fait, si on met de la cire sur une peau, on va faire un traumatisme, surtout si la cire est chaude. Donc, si vraiment on veut faire une épilation, l'idéal et le minimum de traumatisme, c'est la crème dépilatoire. Mais on peut aussi faire un test avec une cire froide, essayer et voir ce que ça donne. Et l'épilation laser peut aussi se faire quand même si les patientes ont un vitiligo sur le haut du corps et qu'elles ont des poils noirs et une peau blanche. On peut faire une épilation laser sur des jambes, par exemple, ou sur des aisselles, ou sur un maillot, en sachant que c'est des zones quand même qui sont des zones de prédilection du vitiligo. Donc, il faut faire attention, ça ne sert à rien. Le faisceau laser est attiré par le pigment. Donc, c'est sûr qu'il va cibler le poil noir. Si il y a une atteinte de vitiligo et de poils blancs, il est certain que le faisceau laser ne va pas atteindre cette zone-là. Donc, c'est sûr que quand j'ai une demande, si j'ai une demande d'épilation laser, je fais d'abord un test et je vois comment ça évolue. Si je déclenche quelque chose, bien sûr que je ne vais pas continuer. Si tout va bien, eh ben, on peut continuer. Mais je pense que la mesure de sécurité, c'est moins de traumatisme, pas de rasage, et plutôt une crème dépilatoire la plus douce possible, achetée en pharmacie, pas trop parfumée, pas trop agressive, et comme ça au moins on est sûr d'être tranquille et de ne pas déclencher plus. Merci. Alors, ma dernière question, j'allais dire sur des aspects un peu esthétiques, hein, c'est une demande aussi qui nous parvient de personnes qui disent mais il me reste peu de peau pigmentée aujourd'hui. Est-ce que il en reste à des endroits qui sont très gênants? Est-ce que je ne devrais pas plutôt me faire dépigmenter totalement artificiellement? Alors, quoi répondre? Qu'est-ce que vous répondez à Est-ce que vous pourriez répondre à ce type de position? C'est compréhensible parce que quand il reste très peu de peau pigmentée, on a envie de faire un peu, d'uniformiser les choses. Et en même temps, ce que je disais au départ, c'est l'espoir. C'est l'espoir de la recherche, c'est les traitements qui sont actuellement en voie d'être sur le marché et qui ont
qui vont peut-être pouvoir repigmenter certaines zones. Alors pourquoi tout dépigmenter? Moi, je suis toujours, même si je ne sais pas tout, et même si je ne suis pas une baguette magique et une fée carabosse, j'ai envie de donner de l'espoir aux patients et de leur dire, attendez, avant de tout dépigmenter, parce que si vous dépigmentez encore cette zone et qu'il y a une autre zone qui repigmente, à quoi ça sert? C'est vrai que je comprends cette interrogation, je comprends cette demande, mais j'ai envie de les suivre et de leur dire, revenez me voir et puis on va en rediscuter. Ne prenez pas une décision trop hâtive, vous êtes encore jeune, peut-être que vous allez pouvoir bénéficier d'un traitement qui va marcher parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui vont marcher. Voilà. D'accord, merci. Alors, je vais me tourner, là, j'espère avec plus de succès, auprès des lecteurs des questions et savoir si vous auriez des questions à nous poser maintenant. Oui, Martine. Bonjour tout le monde. Il y a quand même plusieurs questions, malgré que le docteur et Karine aient répondu à bien des questions quand même. Je vais commencer par une première question. Habiter dans un pays très ensoleillé et donc être exposé peut-il causer le vitiligo? Le capital soleil s'épuise-t-il? Merci. Alors, je laisse… Petit conseil de la partie technique, Oui. que vous puissiez couper vos téléphones éventuellement pour ne pas avoir d'effet Larsen. Merci. Oui, d'accord, Jean-Marie. Alors, question posée peut-être au docteur Sebaoun. Qu'est-ce que vous répondriez à cette Je n'ai pas très bien entendu la question, donc je veux bien que vous la répétiez, Martine. Pardonnez-moi, je vais la poser. Oui. Donc, lorsqu'on habite dans un pays très ensoleillé et donc lorsqu'on est très exposé, cela peut-il causer le vitiligo? Le capital soleil s'épuise-t-il? Le capital soleil. Alors, quand on habite dans un pays très ensoleillé, le soleil ne va pas déclencher de vitiligo, non, sûrement pas. Il est sûr que le capital soleil peut effectivement être grignoté si on ne se protège pas et si on est au soleil toute la journée à faire la crêpe. Il faut savoir, quand on habite dans un pays très ensoleillé, savoir se protéger à certaines heures. Surtout si on a un phototype clair, il ne faut pas se mettre au soleil à l'heure du déjeuner entre 11h et 15h selon l'endroit où on habite. Donc, il faut savoir utiliser des crèmes solaires. Il faut savoir, quand on est sur un bateau, si on fait du ski nautique, il faut savoir se protéger soit avec un t-shirt anti-UV. Je pense que la chose la plus élémentaire, c'est se dire, je sors, je me protège. Je vais au bureau, je marche pendant une demi-heure, je vais me mettre sur le visage, effectivement, une protection solaire 30 ou 25 si je suis relativement mat, mais 30 c'est bien. J'arrive au bureau, le soir je repars, il fait encore très beau, et bien effectivement je vais me remettre de la protection. Le capital soleil, ça se préserve, c'est bien évident. Donc, se protéger au quotidien, oui, mais le soleil ne va pas déclencher un vitiligo, non, sauf quand on a des gènes et quand on a effectivement capacité à faire du vitiligo, il faut savoir se protéger, mais c'est tout. Oui. Merci. Je peux poser une seconde question qui peut… Alors, une deuxième question, oui. Celle-ci. Donc, malgré des applications d'écran solaire, lorsque la peau brûle malgré tout, y a-t-il d'autres solutions que les vêtements anti-UV et cette crème solaire? Et je parle notamment pour les personnes qui travaillent en extérieur, qui sont donc exposées toute la journée, pour les gens qui passent beaucoup de temps dans les véhicules aussi, les bras, le visage. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres moyens finalement de se protéger? Il y a un besoin de protection maximum
hormis la crème et les vêtements? Est-ce qu'on peut en dire plus? Je n'ai pas de notion. La baguette magique, non, elle n'existe pas. On sait que les UVA passent au travers du pare-brise de la voiture, donc il est bien évident qu'il faut se protéger parce que les UVB sont arrêtés, mais les UVA passent. Les UVA, c'est aussi un facteur de vieillissement de la peau et de brûlure de la peau. Donc c'est vrai qu'on voit bien d'ailleurs, hein, les chauffeurs de taxi, ils sont bronzés parce qu'ils ne se protègent pas. Donc, et quand on a un vitiligo sur les mains, eh bien, il faut savoir se protéger. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de mettre l'écran solaire toutes les 2 heures sur des zones qui ont besoin d'être protégées. Et quand on n'a pas d'autre solution en dehors de la crème solaire, eh bien, on s'achète des t-shirts UV, anti-UV. On se met une casquette si on a un crâne qui est dégarni. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. J'aimerais vous faire plaisir, mais il n'y a encore rien sur le marché. Ouais, ça. Une autre question, si vous permettez? Oui, Christine, encore une question? Oui, alors en fait, j'ai 2 questions, mais bon, peut-on faire des gommages au visage et peut-on faire aussi des colorations sur les cils et les sourcils? Oh, je sens que c'est une question pour Karine, ça. Oui, alors je peux laisser évidemment aussi le docteur s'exprimer, mais effectivement, le gommage, ça c'est toujours un point noir dans l'histoire. Alors, le gommage, évidemment, c'est mécanique la plupart du temps, ou alors ça peut être chimique, mais ça exerce en tous les cas une action un peu traumatique sur la peau, hein, même sur une peau qui est en parfaite santé et qui serait saine. Il faut quand même être très vigilant et se limiter à l'usage, on va dire, sur une semaine, un gommage sur une peau normale, c'est déjà pas mal. Alors, sur une peau, effectivement, qui a tendance en plus à faire des réactions au gommage, on va quand même essayer de les éviter tels qu'ils soient. Alors après, j'entends bien, et c'est souvent la problématique sur le vitiligo, le fait d'avoir aussi une peau plus sèche va forcément aussi jouer sur le fait d'avoir cette nécessité de faire ou pas un gommage, surtout si on utilise des autobronzants. À un moment donné, hein, l'autobronzant, surtout si la peau sèche est dessous, on va avoir tendance à avoir le pigment orange qui se fixe sur la couche cornée et on va manquer d'homogénéité. Le fait d'avoir une peau sèche et qui ne soit pas dégagée des cellules mortes, forcément, va être un frein à une application homogène et facile. C'est vrai que je sais que le gommage, vous y avez souvent recours lorsqu'on a des problèmes de vitiligo. Alors, je dirais le moins souvent possible, allez, une fois toutes les 3 semaines, si le docteur Sebaoun est OK, pour évidemment affiner le grain de peau et repartir sur une application uniforme et homogène d'un autobronzant ou pour affiner son grain de peau. Pour ma part, je pense que c'est largement suffisant. Je vais laisser la parole au docteur sur ce sujet. Le gommage le plus doux possible, le plus espacé possible, toutes les 3 semaines, c'est pas mal. Hein, la peau se refait en 3 semaines, donc il faut effectivement éliminer ces pigments pour avoir une jolie couleur avec l'autobronzant. On peut faire un gommage de temps en temps, mais le plus doux possible, le plus court possible, voilà. Mais c'est toujours un traumatisme. Et bien hydraté après. Ça. Bien. On reprendra des questions plus tard, Christine. Voilà, donc voilà, il n'y a plus de questions pour le moment. Voilà, merci. Je vais me tourner vers toi, Karine, parce que je voudrais t'interroger un peu plus sur le maquillage correcteur. Alors, j'ai plusieurs questions. D'abord, c'est quoi la différence entre le maquillage et le maquillage correcteur? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Alors, ça corrige un aspect esthétique. Donc, ça serait la définition propre d'un produit de maquillage. C'est un produit de surface qui n'a absolument pas le droit de pénétrer au-delà des couches superficielles de l'épiderme. Donc, il n'y a pas d'action ni de danger à utiliser du maquillage, si ce n'est quand même qu'on va distinguer en fonction de la cible 2 univers.
On a l'univers de la cosmétique traditionnelle, dont la définition serait d'être appliquée sur une peau saine, dans un esprit sain au sens propre du terme, qui ne va pas présenter en tout cas de problématiques particulières et qui va être soumis à des tests de sensibilité, mais pas des produits qui se destinent à des personnes souffrant de pathologies dermatologiques par exemple ou d'allergies. Donc, c'est une cible un peu différente. C'est pourquoi il y a une recherche un peu différente aujourd'hui. Alors, il y a encore quelques années, malheureusement, on ne distinguait pas réellement le maquillage correcteur du maquillage classique. On était avec les mêmes produits, les mêmes compositions. Et j'avoue qu'on s'est mis à dos quand même beaucoup de dermatologues à cette époque parce que utiliser des produits classiques sur une peau qui présente des lésions cutanées, on peut se rendre compte que, évidemment, le maquillage n'a pas pour vocation de pénétrer dans des lésions, donc ça pouvait aggraver le fait qu'il y ait beaucoup de conservateurs, de parfums, qu'il y ait en fait une science cosmétique très novatrice en niveau de teinte, de coloration toujours plus folle. Évidemment, ce n'est pas indiqué lorsqu'il y a des problématiques de peau. C'est pour ça qu'on a donné une dimension différente au maquillage correcteur aujourd'hui, qu'on pourrait avoir sous, on dira, un intitulé plus complet, maquillage correcteur médical, qui est la différence du maquillage correcteur esthétique, où on va te creuser les joues pour que tu paraisses plus mince, où on va te faire un contouring. Là, on n'est pas du tout dans cette dimension. Le maquillage correcteur tel qu'on l'aborde aujourd'hui est un maquillage qui va être en relais et un combo parfait avec l'aide dermatologique et qui peut, dans certains cas, aussi aider les patients justement à patienter le temps que la recherche s'affine. Et le maquillage est un bon relais pour ça, à condition de s'en servir avec bienveillance. Le maquillage correcteur, pendant très longtemps, c'était le maquillage de la honte. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ce qui est hyper important, c'est de se dire que on peut avoir un rapport à l'esthétique et au paraître qui est évidemment affecté et l'image, lorsqu'elle est altérée, elle rebondit directement sur ce qui est de plus douloureux. Donc, on peut comprendre pourquoi les gens ont besoin de se tourner vers le maquillage. Ceci étant, le maquillage, il faut que ce soit un bon ami. Et il doit être utilisé et appliqué pour une bonne raison, beaucoup de bienveillance. On a oublié de dire que le maquillage, c'est comme l'image, c'est une expression qui est non verbale et qui délivre des messages. Si nous-mêmes, nous ne gérons pas le message qu'on peut envoyer, le maquillage devient un stabilo-boss. Et au lieu de vous aider à vous accepter, au lieu de vous aider à être vous avec votre singularité, on va avoir tendance à se stigmatiser par excès de matière, excès de couleur. Et au final, on va rendre un visage assez cireux et qui finalement va donner à l'autre les moyens de te regarder encore plus. Donc du coup, en fait, le maquillage agit à contresens de la volonté première. Ce qui est important aujourd'hui dans le maquillage correcteur, c'est de se dire, OK, j'ai des problèmes de peau, ça impacte ma vie. Dans ma vie professionnelle, c'est un problème. Dans ma vie personnelle, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a une solution qui s'appelle le maquillage correcteur médical et ce sont des produits qui sont extrêmement simplifiés. Pour rester dans la dynamique des soins, on va avoir très peu d'adjuvants et d'additifs à l'intérieur de façon à respecter l'innocuité. Mais par contre, on va avoir une charge pigmentaire plus importante que des fonds de teint classiques qui vont faire que ça devient des correcteurs et qui vont nous aider à avoir un peu plus d'opacité, un peu plus de pigmentation, qui peut avoir parfois aussi un indice de protection, on l'a dit tout à l'heure, mais qui vont être dépourvus d'excès, qui vont être dépourvus de parfum, d'alcool et surtout contrôlés en nickel, ça c'est hyper important, et qui vont aujourd'hui faciliter l'accès à l'esthétique, mais quand même avec une dimension médicale. Et ce produit-là, vous allez le trouver encore une fois, sans citer de marque, c'est quand même la vocation à la recherche des produits de laboratoire en parapharmacie et en pharmacie qui peuvent vous donner une réponse, on va dire, plus intéressante, à moindre coût surtout. Ça, c'est important. Merci Karine, quelles seraient les bases du maquillage correcteur? Je commence à me maquiller. Qu'est-ce qu'il faut que je sache finalement Alors, un maquillage ne peut pas être abordé sans une préparation à la peau. Le maquillage est un produit de surface. Si la surface n'est pas préparée, alors des choses très minimalistes, on l'a dit, au niveau du lavage déjà et du nettoyage de la peau. On ne va peut-être pas revenir dessus, Madame Sebaoun a été très complète, des savons sans savon, on va agresser le moins possible, mais nous, on va surtout aussi s'attarder à préparer cette peau, à recevoir le maquillage en ayant un assouplissement de la peau, une belle hydratation, avoir en plus de cela
une protection, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'elle soit déjà aussi soit dans la crème qu'on utilise avec un indice de protection ou alors avec un solaire. Aujourd'hui, c'est parfaitement compatible au maquillage. Et sachez que lorsqu'on va se maquiller aussi, on va rajouter une protection solaire. Donc, le maquillage, il va être facile à appliquer, il va être intéressant que si on a bien hydraté, préparé sa peau avant. Le maquillage en tant que tel, aujourd'hui, surtout en France, c'est quand même très, très contrôlé. Il y a très peu de mauvais produits, sauf ceux qui sont tombés du camion ou qu'on va se procurer par Internet et où on ne maîtrise pas toujours les formulations et les achats. Aujourd'hui, le maquillage que l'on utilise, il est parfaitement adapté et on va pouvoir le travailler en toute simplicité, avec facilité. Et il y a besoin de très peu de choses. Le problème du vitiligo, c'est essentiellement un problème de teint. Si vous utilisez un fond de teint classique, il n'a pas suffisamment de charge opacifiante pour être couvrant. Et il ne va pas y avoir suffisamment de teneur en pigment pour neutraliser hyperpigmenté ou au contraire hypopigmenté si on a besoin de cela dans d'autres cas de figure. C'est le travail des produits correcteurs. Ils vont pouvoir justement, par leur composition, être appliqués avec naturel. Souvent, j'ai des erreurs. J'ai des personnes qui me disent « Karine, pourtant j'ai acheté un super fond de teint en parfumerie, il m'a coûté quand même assez cher, mais quand je l'applique, le clair reste toujours clair et le foncé reste toujours foncé. » Mais bien sûr, le maquillage acheté en parfumerie est d'excellente qualité, sauf que la cible n'est pas une problématique dermatologique. Ça va neutraliser des petites taches, mais lorsqu'on est sur du vitiligo, il est évidemment que si vous n'avez pas un produit qui est plus pigmenté qu'un fond de teint classique, vous aurez toujours la partie clair-clair, la partie foncé-foncé. Et en plus de cela, la délimitation qui est souvent compliquée entre la partie hypopigmentée et la peau saine est souvent plus foncée, elle ressort grise. Donc, on a souvent des personnes qui vont travailler hyper épais leur fond de teint. Du coup, ça leur fait un masque très cireux qui enlève toute vie et toute humanité au visage. Ou alors, on va se retrouver avec des délires incroyables. Moi, j'ai des personnes qui ont un budget de fond de teint mais énorme parce qu'ils en utilisent 3 ou 4 parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont des teintes différentes et qu'avec un seul fond de teint, ça ne fonctionne pas. Eh bien, la dermocosmétique, qui est finalement cet univers, on peut donner le nom, qui renferme cette cosmétique adaptée aux peaux fragiles et intolérantes et qui regroupe aussi le maquillage, eh bien, c'est des produits qui sont couvrants par eux-mêmes, qui sont repigmentants. Donc, on a besoin d'en mettre très, très peu. Du coup, on a besoin souvent d'avoir qu'une seule teinte pour pouvoir réunifier son teint. C'est le basique. Et au-delà de ça, je voudrais donner ce message, que ce soit pour les hommes, les femmes. On comprend bien l'atteinte psychologique et l'impact que ça a, ces taches sur le visage et sur le corps. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Les taches, vous les voyez. Donc, du coup, comme vous les voyez, nous, on les voit aussi. Alors, après, c'est un fait, elles sont visibles. Le maquillage stigmatise très vite. Non seulement il peut vieillir en plus, et en plus, il peut attirer le regard encore plus. Et il ne faut surtout pas se pervertir. N'oubliez pas l'essentiel, il y a toujours quelque chose de joli dans un visage. Et la phase de correction, elle ne peut pas être complète s'il n'y a pas de la revalorisation derrière. N'oubliez jamais de mettre en valeur un œil, de mettre en valeur une bouche et d'attirer l'attention ailleurs que sur le défaut. Et c'est le problème souvent quand on fait du maquillage. On ne focalise que sur ce qu'il y a de pire en oubliant qu'on a des choses qui sont aussi très jolies. Merci. Alors, effectivement, les produits de maquillage pour les femmes, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais quand un homme, il s'agit pour un homme de trouver, de faire une mise en teint, c'est déjà plus compliqué. Et pour les enfants, encore plus, peut-être ou tout autant. Souvent, ce qu'on nous entend beaucoup, c'est il faut que ça reste naturel, il ne faut pas que ça se voit. Donc, est-ce qu'on peut imaginer des maquillages correcteurs ponctuels? Est-ce que ça, c'est possible, finalement, de maquiller une zone des pigments? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le maquillage correcteur va se décliner en 2 axes. De façon générale, on va privilégier toujours ce qui est le plus naturel et on va voir s'il est possible de faire une correction locale. La correction locale, évidemment, nécessite de se focaliser sur la zone qui est touchée, qui est atteinte. Mais la difficulté, quand c'est local, c'est de l'intégrer dans une partie qui n'est pas maquillée. Donc, il y a certaines règles à savoir. C'est que quoi qu'il en soit, que ce soit un bouton, que ce soit des cernes, que ce soit une tache d'hypopigmentation, d'hyperpigmentation, de pseudo, d'eczéma ou une cicatrice, on a avec son maquillage la forme de ce que l'on corrige. Sinon, on va la détourer et on va l'exacerber. Donc, le plus difficile quand on fait une correction locale, c'est de savoir déjà
si elle n'est pas invasive à plus de 25% du visage. Sinon, on ne peut pas avoir une partie du visage maquillée et l'autre pas. Ça ne serait pas cohérent. Si par contre, le vitiligo est localisé, souvent au pourtour des yeux, du nez ou de la bouche, ou sur des zones qui sont évidemment plus petites, le maquillage correcteur a son intérêt à la raison pour laquelle il va falloir trouver la bonne teinte. Donc, on va choisir la teinte qui est à cheval entre la partie dépigmentée et la peau saine, pigmentée. Il y a cette petite zone-là qui est plus foncée qui nous pose problème. C'est elle qui va donner en fait le chef d'orchestre. Donc, il faut trouver la teinte à cheval entre ces deux teintes. Et il va surtout falloir travailler à contresens de la correction. Si c'est rond, on va choisir de travailler en étoile pour éviter de détourer et de faire ressortir les démarcations. Lorsque la correction, évidemment, est trop importante, on va aller sur une correction générale parce que le local sera trop long et trop visible. Hein, du coup, donc voilà. Mais il est évidemment possible, et surtout sur les hommes, de travailler de façon plus locale. Mais surtout, on a aujourd'hui un panel de textures qui nous permettent aussi bien de travailler des fonds de teint sur des correcteurs textures qui sont crémeuses, comme aujourd'hui, on va trouver aussi des poudres plus minérales qui vont permettre aussi de repigmenter sans avoir ce côté gras et qui sont aussi très souvent appréciés par les hommes. Une petite astuce aussi que j'ai, juste. On aime bien les astuces. Voilà, lorsqu'on a des zones dépigmentées. Et je pense surtout à nos amis de phototypes très foncés, parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est vrai que quand le vitiligo est clair, on pourrait penser qu'on a plus d'efficacité et que l'on a plus de choix de produits. Si vous avez, je parle surtout sur des personnes de phototype très foncé, des fois il suffit d'avoir, lorsque la peau est très foncée et que la dépigmentation peut être très blanche ou rosée, il suffit d'utiliser un crayon pour les lèvres ou un crayon pour les yeux. Brun, noir pour les peaux à phototype très foncé et bois de rose pour un peu plus clair. Et vous savez qu'en fait, il va simplement falloir crayonner, alors en fonction de son fond de peau, hein, s'il y a un côté un peu cuivré qui ressort, on va plutôt prendre un crayon brun. Et si au contraire, on a une peau qui est quand même assez foncée, effectivement, on va avoir besoin aussi d'un crayon noir. Et on va travailler en crayonnant sur la zone en fait, qui est dépigmentée. On va bien prendre soin de dépasser des pourtours pour éviter de rester dans la forme concentrique ou en tous les cas la forme de la macule. Et on va venir crayonner. On va commencer sur le brun si le phototype est plutôt cuivré. On va aller à contresens, on va faire une trame. De l'autre côté avec le crayon noir. Et on finit avec le brun et ensuite on tapote. Et parfois, on n'a même plus besoin de fond de teint. Ça marche très bien. Si au contraire, la peau est très foncée, qu'on va être plutôt sur une peau noire de type noir, mais vous savez, avec un bleu un peu ébène, on va préférer commencer par crayonner au noir. Ensuite, on va casser avec ce brun à contresens et on va revenir avec du noir. Et vous allez voir qu'en tapotant, en enlevant l'excès de gras, on va laisser juste le pigment et ça vous permet de vous corriger sans avoir eu besoin de fond de teint. Alors pour cela, bien sûr, il faut qu'on soit sur des zones très locales, mais ça peut être très contrasté. Hein. Ça fonctionne aussi très bien. Merci, merci pour ces astuces. Effectivement, on aime beaucoup les astuces quand on parle maquillage aussi. Je vais me tourner vers les questions. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être une question, Christine. Oui, Martine. Oui, bon, il y a souvent la question qui revient sur l'épilation des sourcils. C'est une question très fréquente. Donc, on a abordé un peu le problème d'épilation tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en dire plus ou pas? Sur l'épilation des sourcils, oui. Est-ce que tu peux préciser? Ben, l'épilation, les gens demandent par quel est le meilleur moyen pour épiler les sourcils. Voilà. La pince à épiler, D'accord, la d'accord. cire. Alors peut-être, docteur, vous avez quelques tuyaux à nous donner? Écoutez, une épilation des sourcils, quand le poil est assez long, avec une pince bien nette, on attrape le poil et on le tire dans le bon sens. Mais par contre, effectivement, comme font certaines patientes, tant au niveau des sourcils que parfois quand elles ont 3 poils sur le menton, elles vont chercher le poil et elles enlèvent un petit morceau de peau. Et là, c'est le traumatisme. Et traumatisme égale possibilité de déclencher une lésion de vitiligo. Donc, à partir du moment où on s'épile les sourcils, on laisse
1 millimètre et on tire son poil et la vie est belle. Non, 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 il n'y a pas de problème pour l'épilation du sourcil. Mais par contre, il ne faut pas aller chercher le poil au ras de la peau parce que là, on va avoir un traumatisme. D'accord, Karine? Oui, du coup, si je peux me permettre juste une petite précision sur la pince à épiler, vaut mieux prendre une pince plate qu'à crabe pour éviter de pincer la peau. Et pour cela, quand on va épiler son sourcil, pour que ce soit le moins traumatisant possible, il faut tenir la tête et la pointe du sourcil et exercer une tension, et de façon à ce que la peau n'ait pas tendance à suivre le poil, parce que souvent, on manque un peu on va dire, de souplesse. Donc, on tient sa peau, on prend la pince et toujours parallèle à la peau, comme le disait le docteur, jamais perpendiculaire, parce que là, on va exercer, en tout cas, une pince. Et il vaut mieux prendre une pince plate qu'une pince crabe. Et à ce moment-là, sur une zone qui est aussi petite, effectivement, ça minimise les craintes, en tout cas. Merci, merci. Je vois que notre temps est bientôt fini, j'imagine. Il y a encore, bien sûr, plein de sujets à aborder, mais on sait qu'il y a des questions, on sait qu'on y répondra, soit dans nos newsletters, soit à nos auditeurs en fonction voilà, de leurs questions, ils vont trouver leurs réponses. Cette visioconférence a été enregistrée, donc elle sera visible sur notre site par la chaîne YouTube. Il me reste à vous remercier vraiment sincèrement, profondément, parce que vous avez été vraiment très complémentaires toutes les deux. Merci à vous. Et puis, donc, le prochain rendez-vous est à 15 h pour la question du vitiligo et de l'enfant. Merci à tous. Et merci à vous. Merci. Merci. Merci de nous avoir conviés. Merci, docteur. Merci, Martine. Merci à tous. Bonne continuation. Merci.